Chers amis, chers responsables du mouvement conservateur et de Reconquête, c'est à Lyon que je commence ma visite des fédérations. Souvenons-nous, il y a 6 ans tout juste nommée présidente de Sens commun, puisque c'était le nom de l'époque pour les conservateurs, j'étais accueillie à Lyon par Laurent Wauquiez et d'une même voix, nous affirmions le credo de cette charte que nous avions écrite, la droite que nous voulons. La droite que nous voulons, écrivions-nous, ne cède pas au mode éphémère de la bien-pensance. Elle ne sacrifie pas son honneur et sa réputation au calcul électoraliste. Elle va jusqu'au bout de ses engagements et de ses convictions. Alors, la droite que nous voulons, ce soir, je l'ai sous les yeux. Elle est là et je lui dis merci. Merci à vous qui êtes au mouvement conservateur, qui êtes chez LR, qui venez peut-être de VIA, qui venez du CNIP. Vous portez le flambeau de la droite, de cette droite civilisationnelle que tant d'autres ont délaissée, trahie et même, il faut bien le dire, piétinée. Alors c'est pas sans un pincement au cœur que je pense aux militants, aux élus, aux électeurs des Républicains, parce que lorsque leurs grands chefs ont cédé précisément aux honneurs et aux calculs électoralistes, eh bien ce sont des hommes et des femmes qui ont été délaissés, qui ont été abandonnés, qui ont été trahis. Ils sont pourtant, j'en suis convaincue pour certains, des compagnons de route, et je leur dis, et vous leur direz, puisque vous devez les côtoyer aussi, que nous pouvons poursuivre ensemble le chemin de la droite que nous voulons. Alors la droite, elle est toujours là et elle réunit ceux pour qui la fidélité, c'est avant tout, et ça a déjà été évoqué, la fidélité aux convictions. Je sais bien que notre ami François-Xavier Bellamy se réjouit d'être fidèle à sa famille politique. Mais en réalité, il justifie ainsi sa servitude volontaire à l'égard d'un parti qui l'utilise comme une caution morale pour tirer une liste de briques et de brocs qui a été publiée d'ailleurs aujourd'hui. Mais quelle tristesse, quel gâchis! Alors nous, si nous sommes la droite, c'est parce que selon le mot de Jules Romain, être de droite, c'est avoir peur pour ce qui existe. Je vous rassure, pas une peur qui conduit au repli et aux abris, mais bien au contraire, une peur qui appelle notre engagement sans faille. Parce que qui comprendra, qui désirera la France que nous aimons si nous n'en parlons pas et si nous ne l'illustrons pas? Le mouvement conservateur, vous voyez, ce n'est pas d'abord un combat contre quelque chose, c'est un combat pour. Et c'est précisément pour cela que notre peur est indissociable de l'espérance qui nous anime. Alors, chers amis, dans cette campagne qui s'ouvre, dans cette campagne des européennes, aux côtés de Marion Maréchal, le mouvement conservateur, il est là pour préserver l'identité chrétienne des nations, pour protéger l'espèce humaine de l'effondrement démographique, de la propagande LGBT et des biotechnologies qui la servent, pour protéger également l'espèce humaine des trafics qui, de la drogue ou de la GPA, font de la personne l'objet d'un contrat. Mes chers amis, fort des convictions qui nourrissent nos engagements, regardons maintenant ensemble les défis que nous avons à relever dans cette campagne européenne. Je cite à nouveau la droite que nous voulons. La droite que nous voulons fait de la culture une priorité. Elle n'en laisse pas le monopole à une gauche élitiste. Rompant avec l'idée suicidaire qu'il faille se construire par rupture au passé, elle conserve, restaure, célèbre et diffuse les chefs-d'œuvre de notre patrimoine national. Regardons donc les objectifs de la politique culturelle de l'Union européenne. Vous savez, elles sont issues du traité de Maastricht. Alors sur le principe, elles sont claires. Contribuer à l'épanouissement de la culture des États membres,
dans le respect de leur diversité nationale. Et puis le deuxième objectif, mettre en valeur l'héritage culturel commun des pays de l'Union européenne. Plutôt satisfaisant. Mais dans les faits, eh bien, nous n'y voyons que promotion de la diversité culturelle, c'est-à-dire des modes de vie étrangers à la civilisation européenne. Et j'en prends pour témoin toutes les aides versées à la Turquie, à la Tunisie, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Europe Creative. Donc la Commission européenne, et vous le savez je pense, elle finance même des ONG proches des frères musulmans, qui agissent officiellement, mais sous couvert d'activités caritatives. Alors, vous savez, on a eu cette campagne, la liberté dans le hijab, on a pas loin de 100 000 € pour l'Union musulmane européenne, d'autres milliers d'euros au profit du Forum islamique de la jeunesse de Macédoine du Nord, qui est une autre émanation des frères musulmans. Et qu'est-ce que nous avons en face? En face, nous le savons, on a une Europe qui est tout simplement menacée de disparition. Disparaître de la scène de l'histoire alors que nous disposons de tous les atouts pour continuer à être l'un des poumons du monde. C'est donc dans son identité, notamment chrétienne, qu'elle doit s'enraciner, cette Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra ajouter les racines chrétiennes de l'Europe dans les traités. Alors vous allez me dire, oui, mais pas facile. Mais en attendant, il faudra le faire dans chacun des textes qui ont une portée programmatique. Parce qu'il y a cette nécessité, et je dirais même ce devoir, d'affirmer que les institutions européennes sont là pour protéger nos racines civilisationnelles, nos racines chrétiennes. Et notre courage, il n'a d'égal que notre clarté. C'est ça la force aussi de nos mouvements politiques. Nous agirons pour stopper toutes les initiatives de la Commission européenne qui visent à promouvoir des religions et des cultures d'importation. Et les fonds européens, nous les utiliserons pour financer des projets patrimoniaux et culturels qui entretiennent et qui illustrent les identités nationales et les racines chrétiennes. Mais il y a autre chose à regarder. Parce que si l'islamisation de la société s'accélère, c'est aussi parce que la destruction de nos repères s'est accélérée. C'est la grande leçon que nous devons retenir de Patrick Buisson. La fin du monde paysan, l'effondrement de l'Église et l'éclipse du sacré, ainsi que l'effacement des pères, ont laissé la place à un vide mortifère. Et être conservateur, ce n'est pas vivre dans la nostalgie, ce n'est pas regretter le passé, c'est préserver ce qui est éternel. Et c'est pourquoi, autre axe de la droite que nous voulons s'empare des sujets de société. Elle ne les abandonne pas à la gauche par faiblesse ou crainte de division. Elle n'en fait pas une question secondaire, mais elle valorise le modèle de la famille durable et surtout, là-dessus, elle ose des prises de position claires et fermes. Alors vous savez, sur ce terrain, les déconstructeurs, ils avancent désormais à visage complètement découvert. Ils se parent de bonnes intentions avec un petit mot magique. Ce n'est pas celui de la diversité, cette fois c'est celui de l'inclusion. Alors dans les faits, c'est quoi l'inclusion? Eh bien nous le voyons, c'est le soutien massif aux initiatives LGBT qui sont très représentées dans les instances de lobbying européen, qui sont largement financées également au niveau communautaire. Et depuis 2021 particulièrement, l'insistance sur ce caractère inclusif des projets eh bien, permet à l'idéologie LGBT d'obtenir de nombreux financements. Je vais vous dire tellement nombreux que je ne peux même pas tous les citer ce soir. Je vais quand même vous en donner quelques-uns parce que leurs noms, leurs titres sont très révélateurs. On a par exemple l'initiative K-Kangaroos qui vise à promouvoir des ouvrages sur l'identité de genre, mais comme son nom l'indique, les petits kangourous, c'est destiné aux enfants de 3 à 14 ans, 3 ans, en prenant donc l'exemple de kangourous homosexuels. C'est quand même 350 000 € en 2021. Et puis depuis 2020,
sous l'impulsion d'ailleurs de Ursula von der Leyen, eh bien, la Commission européenne a présenté un document en novembre 2020, une stratégie européenne en faveur de l'idéologie LGBT. Ce document, je l'ai consulté. Les programmes portent des noms qui ne laissent aucun doute. Transuse, Drugtivism, le futur est queer. Voilà, je pense que le ton est donné. Et la suite du menu, évidemment, la suite du menu, nous la connaissons. C'est la reconnaissance mutuelle de parentalité, donc qui impose, et ce mécanisme, il faut vraiment le comprendre, qui impose la GPA à tous les États membres. J'ai dit bien tous les États membres, c'est-à-dire ceux aussi qui, d'un point de vue national, refusent la GPA et la jugent illégale. Et la méthode pour nous imposer les mères porteuses, puisque c'est de cela dont il s'agit, c'est toujours la même et nous la connaissons aussi. Vous voyez bien comment ça se passe. D'abord, c'est maîtriser l'information, c'est ringardiser les réfractaires, on l'a vu la semaine dernière, c'est lancer des expérimentations dites encadrées, c'est préparer les esprits, et puis c'est attendre. Attendre, vous voyez, gentiment. Et enfin, estimer que la société est prête. Alors, vous avez vu la semaine dernière le courage de Marion Maréchal. Où est la maman? Où est la maman? C'est la question qu'elle a posée. Et quelle a été la réponse? Ce n'est pas sa maman, répond Jacques Mus, l'un des protagonistes. C'est un enfant, et là je le cite parce que c'est juste hallucinant, c'est un enfant qui a deux papas. Il a ses parents, il n'y a jamais eu d'abandon de qui que ce soit. Il y a juste deux femmes qui nous ont aidés à devenir parents. Mais en aucun cas, précise-t-il, ces femmes ne sont des mères. Alors ça appellerait une autre question. Alors ces femmes qui ne sont pas des mères, que sont-elles? Des esclaves? Voilà. Alors ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes parce que beaucoup, malgré tout, ont crié au scandale sur la GPA et de tous bords politiques, on en a quand même entendu quelques-uns, pas avec la même force et la même conviction que les conservateurs et Reconquête. Mais vous savez, en fait, la GPA, elle est déjà là. La GPA, elle est déjà chez nous, elle est déjà en France. Parce que si Jacques Mus et son compagnon ont pu acheter des enfants et être reconnus comme leur père, eh bien c'est parce que la loi Mariage pour tous, qui date quand même de 2013, elle a entraîné la reconnaissance à l'état civil français des enfants nés de GPA à l'étranger. Donc depuis le début, en fait, le ver, il est dans le fruit. Et la dénaturation du mariage, elle n'avait pas d'autre objectif que celui d'imposer la PMA, ça y est, la case est cochée, et puis à venir la GPA, dont on nous disait pourtant à l'époque que c'était des lignes rouges infranchissables. Ne soyons pas dupes non plus de ce qui s'est passé la semaine dernière. Cet amendement déposé par François-Xavier Bellamy qui reconnaît la GPA comme une forme de traite humaine. Beaucoup se sont réjouis, sauf qu'en fait, cet amendement n'aura aucun effet. Ou je dirais même pire, il aura un effet de somnifère. Pourquoi? Parce que, de fait, il y a des gens qui se sont réjouis, qui se sont dit « ça y est, il y a quelque chose qui stoppe la GPA, le sujet est clos, nous n'avons plus d'inquiétude à nous faire, le sujet est réglé, la GPA est évacuée ». Mais en fait, il n'en est rien, et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'en est rien parce que, pour qu'il y ait traite humaine, il faut que des critères soient remplis. Les critères sont les suivants. Il faudrait que la mère porteuse subisse des menaces, de la coercition ou qu'elle agisse sous la force. Or, vous le savez bien, une GPA, c'est l'objet d'un contrat, qu'il soit, on va dire, financier ou qu'il soit gratuit. Certains vont jusqu'à dire une GPA éthique. Bon, c'est du pipeau, évidemment, hein. Mais qui dit contrat dit accord de deux parties et dit donc consentement, dans lequel il n'y a de fait ni force, ni menace, ni coercition. Donc cet amendement, je me demande bien à quoi il va servir. Il ne sera absolument pas un frein pour bloquer la GPA qui fait l'objet d'un contrat. Donc ne soyons pas dupes, parce que pour mettre fin à ce que Marion a appelé la monstruosité de la GPA, eh bien, il va falloir s'appuyer sur quelque chose d'autre. Il va falloir s'appuyer sur la déclaration de Casablanca, déclaration pour l'abolition de cette pratique et pour empêcher aussi les contournements que je viens de vous citer de cette interdiction.
Et la France, terre de liberté, de promotion de la dignité humaine, elle s'honorerait à en prendre l'initiative. Alors avec Marion, je me battrai pour mettre fin à l'influence qu'exercent tous ces idéologues du courant et de la mouvance LGBT et woke. Et cette mouvance, elle agit aussi, vous le savez, sur les programmes scolaires, sur les programmes culturels. Donc nous agirons pour stopper la promotion LGBT sur fond européen, parce que nous refusons l'emprise de ces idéologies qui prétendent qu'un garçon peut choisir d'être une fille, qu'un homme peut être enceint ou qu'il existe des femmes à pénis. Alors l'ONU, parce que voilà, les déconstructeurs, comme je les appelle, ne sont pas tout seuls. L'ONU, l'OMS, l'Union européenne, ils ont des moyens considérables pour promouvoir une autre cause qui est la cause transgenre. Et nous sommes là, il faut bien le dire, David contre Goliath. Mais nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers parce que notre responsabilité à nous, elle est de hâter ce temps où enfin le réalisme et le sens commun triompheront. Un grand écrivain lyonnais, Saint-Exupéry, nous disait « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre ». Eh bien, notre engagement aux côtés de Marion Maréchal, il est là. La droite que nous voulons. La droite que nous voulons, nous écrivions aussi, elle est réaliste et elle est pragmatique. Elle préserve l'unité du pays et la paix sociale. Elle porte une vision sur le long terme. Défendre notre identité, protéger l'espèce humaine, je l'ai dit, ce sont deux objectifs prioritaires. Mais il en est un qui demeure crucial, c'est celui de la démographie. Parce qu'une nation qui n'a plus d'enfants se meurt, au sens propre comme au sens figuré. C'est le signe d'un déclin, c'est le signe d'une désespérance, c'est le signe d'un fatalisme. Et c'est tout simplement la survie de la nation qui est en jeu, parce que sans enfants, il n'y a pas d'avenir possible. Regardons ce qui se passe en France. En France, la population n'augmente plus que par l'immigration. Depuis 10 ans, en gros depuis François Hollande, la natalité s'effondre. On est passé de 2 enfants à 1 enfant et un peu plus d'1 enfant et demi par femme. Et cela, ça s'accompagne aussi d'un vieillissement rapide de la population. Vous savez que dès 2030, c'est pas loin 2030, eh bien 30% de la population aura plus de 65 ans. Donc il en va aussi de la survie de notre modèle social, parce que nous pourrions faire toutes les réformes possibles des retraites, tant que le renouvellement des générations n'est pas assuré, eh bien en fait aucune solution ne sera efficace. Comme le disait le fondateur de l'INED, le démographe Alfred Sauvy, nous ne préparons pas notre retraite par nos cotisations, mais par nos enfants. Les retraites, vous savez, ça représente 14% du PIB, et la politique familiale, c'est 2% du PIB. Donc vous voyez que les choix ont été faits, le choix de la destruction de la politique familiale, à la fois sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan structurel. Donc il n'y a que 2 solutions. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 solutions. Soit la relance de la natalité en France et dans les nations européennes, soit l'importation d'une population immigrée qui pèse déjà aujourd'hui plus de 21% de la population française. Le défi, il est là. Alors, il n'est pas anodin de se souvenir d'un hasard de calendrier. Vous savez, en septembre dernier, lors du sommet de la démographie à Budapest, auquel j'ai participé, nous assistions tous, impuissants, à l'arrivée de 11 000 migrants sur la petite île de Lampedusa. J'étais donc à Budapest au moment où Marion Maréchal se rendait à Lampedusa soutenir le gouvernement de Giorgia Meloni, abandonné par l'Union européenne. L'immigration et la démographie, ce sont bien les 2 faces d'un même problème. Et le pire, c'est que ceux qui ont choisi et favorisé le déclin démographique sont les mêmes qui aujourd'hui choisissent d'y répondre, d'y remédier par la solution de l'immigration. Alors il y a pourtant un commissaire européen à la démographie. J'ai découvert ça. Et en 2021,
un rapport très factuel a été établi pour dresser un état des lieux de la démographie en France et en Europe, plus exactement. Mais il n'a pas été exploité. Il n'a pas été exploité pour des raisons politiques, parce que ce rapport, vous pouvez imaginer les conclusions qu'il tire et la description qu'il fait de la natalité dans les nations européennes. Évidemment, il pose une question. Il pose même une grave question à laquelle nous sommes confrontés. La question, c'est quoi? C'est êtes-vous de ceux qui choisissent le déclin, qui se résignent à une immigration incontrôlée, qui vient bouleverser, nous le savons, nos identités, nos modes de vie, notre sécurité? Ou bien, est-ce que vous faites le choix de faire vivre l'âme des peuples européens, parce que être français, allemand, polonais, espagnol, italien, c'est une culture, ce sont des valeurs, ce sont des traditions que nous voulons transmettre tout simplement parce que nous les aimons. Voulez-vous investir dans d'autres pays pour relever ce défi démographique, ou voulez-vous investir dans votre propre pays? Alors, le choix des conservateurs, il est clair, et nous le portons haut et fort dans cette campagne. La démographie est le principal ressort humain et économique de demain. Alors, forte de sa fierté retrouvée et réconciliée avec ses valeurs, l'Europe doit à nouveau investir dans son enfance et sa jeunesse. Et il n'est pas illusoire de penser que les politiques familiales qui sont menées par les États-nations pourraient être vues comme des investissements d'avenir dans les critères financiers de maîtrise des déficits. Mettre des enfants au monde, c'est investir, ce n'est pas consommer. Donc il nous faut reconnaître pour cela, parce que ça ne se fera pas sans cette reconnaissance et donc sans ce changement aussi d'état d'esprit, il nous faut reconnaître la place spécifique des femmes et de la mère dans nos sociétés contemporaines. Et nous avons pour cela des outils. Il est grand temps de mettre en œuvre réellement la résolution du Parlement européen de 2018 pour protéger les femmes des discriminations liées à la maternité, pour que les femmes puissent réaliser ce désir d'enfant qu'elles portent sans subir ni pression ni conséquences dans leur vie professionnelle. Alors vous le voyez, chers amis, ce défi démographique, il n'est pas que dans nos poches. Viktor Orban nous disait cela d'ailleurs lors du sommet de la démographie. Ce défi n'est pas que dans nos poches, il est aussi dans nos têtes. Nous sommes lucides, nous sommes courageux, mais nous devons être efficaces. Pourquoi? Parce que 80% des lois qui sont votées en France sont issues de textes qui sont votés au Parlement européen. C'est donc à Strasbourg et à Bruxelles que nous devons stopper Emmanuel Macron. Et pour cela, eh bien, il faut choisir les moyens les plus efficaces parce que le temps presse. Roger Scruton, un grand philosophe britannique qui nous a beaucoup inspiré au mouvement conservateur, a publié ce livre « L'urgence d'être conservateur ». Eh bien oui, il y a urgence. Il y a urgence et cette urgence réclame l'efficacité. Alors regardons les offres qui sont devant nous, parce que tout à l'heure nous disions que nous devions et vous devrez être les ambassadeurs de cette reconquête portée aujourd'hui par Marion Maréchal dans la campagne des européennes. Regardons quelles sont les forces en présence. Les LR, au Parlement européen, vous le savez, ils siègent au sein d'un groupe qui s'appelle le PPE. Le PPE, c'est Ursula von der Leyen. Et le PPE de Ursula von der Leyen vote avec les élus d'Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas parce qu'il y a parmi eux un ou deux élus dont on partage la ligne que leur implication est efficace. Ils sont de très bons témoins des valeurs qu'ils portent, mais ils n'engagent pas l'efficacité de leur groupe. Le RN, quant à lui, il est arrivé en tête lors des deux dernières élections, et pourtant, il n'y a eu aucun changement positif en matière de politique migratoire, en matière de souveraineté économique, industrielle, agricole, en matière de politique sociétale. Pourquoi? Parce que le RN siège au sein du groupe ID, qui est complètement isolé au sein du Parlement européen. Vous êtes peut-être perturbés parce que de ci et de là, et c'est cette bonne guerre dans une campagne électorale,
nos adversaires cherchent à nous déstabiliser. Ils nous disent, mais vous allez voir, von der Leyen, finalement, elle va réussir à attraper Giorgia Meloni. Mais moi, je vous dis, von der Leyen, elle peut bien draguer ECR, le groupe auquel nous allons nous rattacher et auquel appartient déjà Nicolas Bay. Elle est disqualifiée parce que ce sont des tentatives mensongères de déstabilisation, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avec nous qui parlons clair, je peux vous dire que ce sera non, et ce sera non à jamais. Donc lucide, courageux, efficace, nous le sommes parce que nous le sommes pour la défense de notre civilisation. Et c'est bien ça qui fonde l'union des droites, d'où qu'elles viennent. Et je pense que ce soir, vous en êtes une belle illustration et que la Fédération d'Auvergne-Rhône-Alpes l'incarne vraiment à merveille. Donc à chacun de vous, je dis et je renouvelle les remerciements parce que sans vous, vous le savez, une campagne, elle peut être très bien orchestrée. Si vous n'en êtes pas les ambassadeurs et les relais, là où vous êtes, eh bien, nous n'y arriverons pas. Lucide, courageux, efficace, c'est vous, je le sais, et on compte sur vous. Merci beaucoup. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve